Monsieur Bertrand, on va commencer par parler des croix de chemin. On est juste à côté de l'église, mais on veut mentionner qu'il y a deux croix de chemin quand même sur le territoire ça vaut le détour, là. Oui, oui. Bien, les croix de chemin, c'est pas depuis hier que ça existe, ça fait longtemps. C'est une tradition française. Jacques Cartier, lorsqu'il est arrivé au Québec, la première chose qu'il a fait, c'est de planter une croix sur le nouveau territoire. Hein? Maisonneuve a fait la même chose à Montréal avec sur le Mont-Royal. Puis Saint-Raymond, c'est la même chose avec le Mont-Laura, ils ont une croix. Puis Sainte-Catherine, nous aussi, nous avons nos croix. D'autant plus que elle est au milieu de la rivière. C'est ça. Très particulier. C'est ça, j'allais dire. Peut-être qu'on la voit presque plus, là, mais effectivement, si les gens, vous passez sur le pont, vous tournez la tête à droite, vous pouvez pas en manquer, là. Oui, c'est officiel. Puis c'est un symbole. Pour nous, c'est un symbole parce que ça nous remémore les fêtes de l'Assomption qui avaient lieu ici il y a un certain nombre d'années, qui malheureusement sont arrêtées pour différentes raisons, là. Oui. Maintenant, cette croix-là a été construite sur l'ancien pont, l'ancien pilier du pont, qui est autrefois le pont Gouin, qui avait été construit en 1909, qui a été démoli en 1964 pour le nouveau pont. Ouais. Il faut le mentionner, le pont, il arrivait sur la rue Jolicoeur, Sur la donc rue. dans le centre-ville, là. Oui, c'est ça. C'était la rue principale, autrefois, c'était la rue Jolicoeur. Ouais. Maintenant, c'est le boulevard Fossambeau. Mhm. C'est un pont qui avait été inauguré par Sir Lomer Gouin, OK. ancien premier ministre du Québec d'ailleurs. Et puis, voilà. Pour nous, le maire de l'époque, M. Jean-Baptiste Drolet, je ne sais pas s'il y avait à ce moment-là eu une vision quelconque. C'est un visionnaire, probablement, parce qu'il avait demandé au ministère de la Voirie de ne pas détruire le pilier du pont. Ah oui. Pour éventuellement quelque chose, mais on ne savait pas à l'époque c'était pour être quoi. Puis quelques années plus tard, à peine 4-5 ans plus tard, parce que cette croix-là a été inaugurée en mars 1968. Ça fait 50 ans cette année là, que OK. cette croix-là est sur le pilier de l'ancien pont. OK. Puis ça, c'est un privé qui a mis la croix. C'est un don anonyme. Il faut le mentionner aussi, c'est que vous avez la statue qui est ici, qui commémore l'Assomption, mais Oui, oui, oui. Puis justement, là, ces jours-ci, c'est la fête de l'Assomption. Le 15 du mois d'août, c'est les fêtes de l'Assomption. C'est un hommage à Marie. Et la statue, ici, on voit des petits anges qui montrent le corps et l'âme de Marie, la mère de Jésus, au ciel. C'est ça, c'est ça. C'est un bel hommage que nos ancêtres ont fait à la Vierge Marie. Puis il y a toujours une dévotion à la Vierge Marie, d'ailleurs. ouais. Elle- Puis il faut le mentionner, vous avez un grand jardin. Puis si vous prenez le sentier, ça descend et vous avez un panneau qui explique justement ce que c'était l'effet de l'Assomption. Oui, c'est ça, un panneau indicatif qui donne certaines citations qui étaient dites par un ancien curé et aussi un ancien bénévole qui travaillait au fait de l'Assomption. Ses états d'âme, il y a une description de ce qui se manifestait. Il y avait 10 à 12 000 personnes ici pour le fait de l'Assomption autrefois, là. Oui, puis c'était gros, là, c'était des. Ah oui, il y avait- C'est comme des bateaux, Il y là. avait une vingtaine, 20-25, justement, chars allégoriques sur l'eau, qui, justement, illuminés. Et le tout se terminait par un feu d'artifice. Et il y avait le salut du Saint-Sacrement au centre de la rivière parce qu'il y avait une île artificielle et le prêtre se rendait au centre de la rivière. Et puis là, il y avait une célébration spéciale qu'on appelle le salut du Saint-Sacrement. Et puis, une fois terminé, à ce moment-là, c'était les pièces pyrotechniques à partir du vieux pont. Et puis, c'était le feu d'artifice. C'était le feu d'artifice. Mon Dieu, je sais qu'on a des petits bouts de film, là, on va peut-être pouvoir vous en montrer un petit peu, ça va être intéressant. J'aimerais ça aussi qu'on parle des deux autres croix. Les croix, Ouais. les croix de chemin. Nous, dans la rue des Érables, nos ancêtres, pour prier, avaient besoin justement de planter des croix, souvent dans des rangs. OK. Pourquoi? Parce qu'on était loin du village, c'était pas facile d'aller à l'église. Et puis, ils trouvaient avoir le besoin de se rassembler autour d'une croix. Puis c'est là l'importance de bâtir, de construire une croix au milieu d'un rang. Ouais. Souvent, ça se faisait pas loin de l'école. OK. Fait que nous, à la rue des Érables, il y avait l'école de rang et il y avait une croix de chemin, une croix blanche, toute simple. Et au mois de mai, à ce moment-là, bien, il se faisait des manifestations. On disait le chapelet. Ouais, le mois de Marie, dans Le mois de fond. Marie, c'est le mois de Marie, puis il y avait des chants aussi. Hein? C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. Ouais. Et puis j'irai la voir un jour. C'était les chants là, qu'on chantait là, lors de la récitation du chapelet. OK. Donc la rue des Érables, c'en est une.
Et puis, même la tradition s'est poursuivie dans les années 90. Bon. Et puis, ici, dans la rue Laurier également, il y a une autre croix de chemin qui mérite notre attention parce qu'elle est sur un socle de pierre. Et cette croix-là, c'est la deuxième croix, c'est la croix de la deuxième église qui est ici, qui a brûlé en 1910. Donc, on a gardé la croix, mais on l'a mis vraiment en vision pour les gens. Oui, bien, c'est ça. Et puis, c'est un symbole pour les gens de la rue Laurier. Et puis, parfois, on a déjà fait des célébrations aussi à la rue Laurier avec les Chevaliers de Colomb, qui ont justement, j'en fais partie des Chevaliers de Colomb également, qui ont une dévotion en l'endroit de Marie. À ce moment-là, on essaie d'entretenir un peu ces croix-là. Et aujourd'hui, on fête l'Assomption encore à l'église, c'est ça? Alors, on le souligne, oui, ça arrive qu'on le souligne par la messe du dimanche le plus près. Là. On souligne cette fête-là. Okay, C'est un hommage à Marie, et même si elle est moins priée qu'autrefois, aujourd'hui, les croix et puis Marie, c'est surtout dans le cœur des chrétiens qu'on va s'inscrire, plus que des manifestations extérieures. Voilà. Alors, il n'y a pas de bateau sur la rivière, attendez pas ça. Il n'y a pas de bateau sur la rivière, c'est un autre contexte social, et puis ce serait difficile de reprendre ça. Merci beaucoup, M. Bertrand, pour cette petite bout d'histoire. Bienvenue, ça fait plaisir. Alors, on est maintenant au cimetière. Donc, Régent, tu as des choses à nous raconter. Tout d'abord, raconte-nous, ça n'a pas toujours été ici, le cimetière. Là. Non. Premièrement, visiter un cimetière, il n'y a pas grand monde qui ose faire ça. Donc, ici à Sainte-Catherine, en général, lorsqu'il y a une église, il y a un cimetière. On vous a parlé tout à l'heure de l'église, des 3 églises. Le premier cimetière de Sainte-Catherine va être sur la rue Laurier. C'est un cimetière irlandais. Ce qui est particulier en 1824 et 1832, les francophones allaient se faire, le service se faisait à Saint-Augustin et ils venaient se faire enterrer. Ils se faisaient enterrer à Saint-Augustin et les anglophones se faisaient enterrer à Sainte-Catherine. Donc, les Irlandais, qu'on vous a parlé, de descendants. Quand l'église va être construite, on va faire un cimetière, un premier cimetière qui va être autour de l'église. Certains disent du côté nord de l'église, donc sur le bord de la rivière. Est-ce qu'il y en a eu du côté sud? Il y a des gens qui vont être enterrés sous l'église. Il y avait une certaine tradition qu'on enterrait en particulier les seigneurs. Donc, il y a peut-être des gens qui sont enterrés sous l'église. Maintenant, dans les années 1870, la rivière, on va vous en parler, elle va amener beaucoup de crues, il va y avoir des inondations à Sainte-Catherine. Le bois qu'on déserce dessus va amener au printemps beaucoup d'inondations. Et ceux qui sont enterrés sur le long du cimetière, sur le long de l'église, sur le bord de la rivière, certains vont disparaître par la marée. Oui. Donc, on va, dans les années 1870, changer de cimetière pour construire ici ce cimetière qui va porter le nom au début du cimetière de Sainte-Catherine, va s'appeler Juchereau-du-Chêné. Par le suite, on va baptiser. Donc, dans cette partie-là, il y a aux alentours entre 1800 et 2000 personnes qui sont enterrées. Il n'y a pas 2000 pierres tombales autour de nous. Vous voyez, on s'entend qu'ici, c'est un cimetière qui va être en opération jusqu'en 1945. Et à partir de 1945, on va ouvrir un deuxième cimetière ou un troisième, selon l'ordre de succession qu'on veut, sur la rue Laurier. La particularité du cimetière sur la rue Laurier, si vous me permettez, tous les tombes sont pareilles. On croirait d'un cimetière militaire. Un peu après la Deuxième Guerre mondiale, les cimetières militaires qu'il y a en Europe, la Première et Deuxième Guerre mondiale. Donc, la fabrique a décidé d'instaurer que tous les monuments auraient la même forme. Souvent, des monuments, si on regarde, on peut voir par la richesse de certains monuments, on pouvait voir que des familles étaient beaucoup plus riches que d'autres. Alors, dans le nouveau cimetière, est-ce que c'est une raison qu'on a décidé de toutes les mettre pareilles? Mais donc, des gens pensent que c'est un cimetière militaire, mais non, c'est un cimetière civil. Donc, tous les gens, à partir de 1945, sont enterrés à Sainte-Catherine, dans ce nouveau cimetière sur la rue Laurier. Parmi les gens célèbres qui sont dans notre coin ici, Sainte-Catherine, vous savez, il y a la grande histoire. Parmi les personnages, Eugène Taché. Ouais, on les voit sur la croix. Hein? Sur la croix. Donc, Eugène Taché, c'est qui? Pour certains, c'est lui qui a fait le Parlement de Québec. Une grande famille va marier la fille de Juchereau-du-Chêné, mais son père va être aussi politicien, mais lui va être l'architecte du Parlement de Québec. Ouais. La devise, je me souviens,
d'être né sous l'Indé, c'est d'avoir grandi sous la rose. Nous, on a retenu le petit bout du « je me souviens », mais c'est lui, Eugène Taché, qui a fait ça. Donc, il est enterré ici. On parle d'Anne Hébert. Anne Hébert, qui est l'écrivaine romancière très connue, qui a un centre communautaire à son nom ici. Son cousin, Saint-Denis Garneau, qui est également ici enterré à Sainte-Catherine. Saint-Denis Garneau, qui n'est pas natif de Sainte-Catherine, mais qui va décéder ici, sur le bord de la rivière. Un malaise cardiaque, donc on lit dans son histoire, dans les années 30 ou 40 de mémoire, donc va décéder, va être enterré ici. Par la suite, quand je vous dis, ça c'est la grande histoire des gens qui ont peut-être marqué plus, mais il y a l'histoire plus locale. Donc ici, il y a les familles souches qui sont là, autant francophones qu'anglophones. Il y a nos anciens maires, il y a 2 curés qui sont enterrés ici. Le curé O'Grady dans les années en 1872 et celui qu'on va aller voir, c'est l'abbé Jolicoeur qui mérite d'être parlé à notre histoire. Alors, tel que convenu, on est à la présentation de notre ami le curé Jolicoeur. Lui, il en a fait des choses, hein? Oui, on vous a parlé d'église. C'est lui qui a été curé ici, premièrement, pendant une trentaine d'années. Donc, il est un des 2 prêtres, comme j'ai mentionné, qui est enterré ici, dans les curés de la paroisse que Sainte-Catherine a eu, dans la vingtaine de curés qui ont eu. Donc, c'est lui qui va faire l'église. Et particularité de notre abbé Jolicoeur va être, entre 1914 et 1918, durant la Première Guerre mondiale, serait parti de l'autre côté et aurait accompagné les troupes. C'est vrai qu'il est parti. Maintenant, est-ce qu'il est parti pendant 4 ans ou quelques mois? C'est là qu'on est en train de rechercher, mais pendant quelques mois, le curé aurait laissé sa cure, donc aurait été remplacé par quelqu'un d'autre. Mais il n'y a pas de prêtre, il n'y a pas un autre curé qui a pris sa place, donc c'est souvent des prêtres qui sont venus le remplacer. Mais il se serait absenté pendant la Première Guerre mondiale, puisqu'il avait un grade d'officier dans l'armée pour accompagner comme missionnaire et aumônier au niveau. Donc, il a fait la guerre, il est allé à la Première Guerre mondiale. L'abbé Jolicoeur, donc, on vous a dit, on a donné le nom de la rue principale, qui a été la rue principale jusque dans les années 60 ici à Sainte-Catherine, c'est la rue commerçante, où tous les commerces y étaient de Sainte-Catherine, de la forge, le bureau de poste et tous les petits, le magasin général, les différents commerces y étaient. Ouais, ben, le vieux pont, il arrivait juste là. Il arrivait justement ici. Et c'est quand le nouveau pont va être construit en 64 que malheureusement, le centre-ville va se déplacer tranquillement pas vite. Et aujourd'hui, il nous reste que le bureau de poste qui est là. Puis la Caisse populaire a même déménagé. Là, c'est la mairie qui a pris sa place. Ça fait pas très longtemps, il y avait un dépanneur juste là. Oui, il y avait un dépanneur, effectivement. Il y avait même ici une maison à côté qui a été déménagée. Puis tout à l'heure, on vous a conté que la municipalité veut ramener à la vie cette place de l'église. Maintenant, notre abbé de Jolicoeur était curé, mais aussi c'est lui qui va amener le premier téléphone, va fonder la compagnie de téléphone ici à Sainte-Catherine, qui va desservir les citoyens. Le standard téléphonique, au début, était dans le presbytère, et lorsqu'il va quitter, c'est d'autres personnes de la paroisse, mais il va couvrir une partie du comté de Portneuf avec son standard. Donc, on avait un prêtre qui était avant-gardiste, qu'on vous dit qui est tout à l'heure un architecte, mais aussi s'occupait de la modernité un petit peu avec l'arrivée du téléphone. On s'entend qu'il n'y avait pas 60 000 abonnés. C'était très peu d'abonnés, mais il faut penser que c'est par le curé qui s'occupait d'organiser les choses. Est-ce qu'il espionnait? Là je n'oserais pas dire. Il y avait déjà les secrets de la confession qu'il savait, mais il y avait une dame qui était un réceptionniste qui s'occupait de transférer les lignes pour transférer à Québec, etc., pour les quelques personnes dans le village qui avaient... Tu nous as dit 30 ans, c'est de quelle année à quelle année, par exemple? 1896 à 1900, sa mort en 1932, qui était ici. Donc, à ses funérailles, on a des photos de... Il est mort en cure? Il est mort ici en cure. Donc, c'était un événement majeur. Même dans les journaux de l'époque, on mentionne le décès du curé ici. Donc, des gens de Québec sont venus. Il y a une délégation lorsqu'il y a eu ses funérailles ici. Puis, dans les archives, les photos de l'église, en particulier, il y a celle de son enterrement. Et il a voulu être placé sur le bord de son cimetière, de façon à éviter qu'il se fasse piétiner par tout le monde. Mais je pense qu'il va aussi surveiller ses zouaves qui étaient là. Mais c'est un curé qui a marqué un peu l'imaginaire, autant au niveau par sa présence, sa réalisation, autant pastorale, mais aussi sa implication dans la communauté. Puis c'est pas pour rien que la municipalité l'a honoré avec le nom de la municipalité. Le nom de la rue, ça date de quand?
Bonne question. Je pense que c'est plus c'est pas ça, des années 50, 60, quand possiblement l'autoroute, vers l'autoroute, mais le boulevard a changé de place. Mais comme je vous dis, c'était l'artère principale. Si aujourd'hui, on se promène, il y a malheureusement très peu de commerce sur cette rue, comme je l'ai mentionné. Dernière chose à dire sur les cimetières. Oui, oui. Qu'est-ce qu'on fait des gens quand ils sont morts l'hiver? Dans certaines paroisses, on avait les charniers. Oui, oui, c'est vrai. Ici, à Sainte-Catherine, il n'y en a pas. Mais il va en avoir un, puis c'est particulier. En 1993 à 99, on décide de ne pas enterrer les morts durant l'hiver et on va installer ça dans... il y a une petite porte sous l'église que vous allez voir tout à l'heure. Oui. C'est là que les gens étaient laissés durant l'hiver et on y avait même donné un nom. Si vous me permettez que je vous trouve son nom, hein, je ne le retrouvais pas, oui. C'est ici, ça s'appelle la salle d'attente de la résurrection. Il faut penser que les gens, mettons, vous décédiez au mois de janvier, on devait vous rappeler au mois de mai, juin pour refaire pas la funéraire nécessairement, mais aller faire une cérémonie au cimetière. Donc, ça devenait compliqué, qui fait en sorte qu'on va arrêter ça de 93 à 99. Puis les gens vont continuer après ça à être enterrés directement. Donc, sous l'église, puis aussi à mentionner que dans les années 70, avant qu'il y ait les salons funéraires, le salon funéraire était sous l'église. Dans le sous-sol de l'église, aujourd'hui, c'est le bazar qui est là, mais dans la petite porte à côté du charnier, c'est là qu'on exposait les gens. Donc, il n'y avait pas tellement loin à se promener. Il n'y avait pas de grand tour de Cadillac qu'on faisait. On sortait, on montait à pied et les gens arrivaient dans l'église. Mais l'église aussi était... Aujourd'hui, c'est une salle commune, mais c'était le cimetière avant que d'autres compagnies s'en occupent maintenant à faire un salon funéraire beaucoup plus moderne et spacieux qui était le sous-sol de l'église. Alors, on termine notre visite du cimetière dans quelques pierres tombales, parce qu'il y a une famille célèbre qui est là. Oui, bien, j'étais en train de l'oublier, mais on parle beaucoup des francophones, mais Sainte-Catherine est anglophone. Et il y a la famille Mulroney, les parents de l'ancien premier ministre du Canada, Brian Mulroney, qui est le premier ministre de 84 à 93. Donc, ses parents sont enterrés ici. Il y a ses tantes encore de la famille Mulroney qui habitent. Lui, c'est un petit gars de Bécomo, mais il y a de la famille Mulroney là, qui était ici. Puis, comme je vous dis, bien, il y a d'autres. Hein. On pourrait passer chacun des temps. Et comme je vous disais tout à l'heure, ils font partie de l'histoire locale. Hein. Chacun, on parle de l'histoire avec un grand H, mais il y a plein de ces petits détails-là qui je pense qu'il devient important qu'on essaie de souligner. Puis c'est pour ça qu'ici, que le développement qu'on veut faire, surtout des familles souches, autant anglophones que francophones. Parce que ce qui est particulier, on vous en a parlé, Sainte-Catherine va être au début très anglophone, mais aujourd'hui, bien, c'est une municipalité francophone. Oui, on les côtoie, c'est plus dans le secteur de Shannon maintenant qu'ils sont installés, mais ici, il y avait les deux communautés. Et petite anecdote, il y a un curé qui est nommé ici, et la première chose qu'il découvre, c'est qu'il doit dire une messe en anglais. Et il ne disait pas un maudit mot anglais. On lui avait pas dit ça lorsqu'on lui a donné sa crue. Oui, bonjour, mon nom est Daniel Stewart. Je suis membre de la Société historique catherinoise. Je suis responsable des communications et des relations. Et je suis ici pour vous parler des Irlandais qui sont venus ici à Sainte-Catherine vers les 1821. Oui, bien justement, parlez-nous de comment ils sont arrivés. Est-ce que c'est à cause de... Je sais qu'il y a déjà eu une histoire qu'il y avait de la maladie au niveau du pays, puis que là, il y a eu un exode massif. Est-ce que c'est ça? Non, ils sont arrivés avant la Grande Famine en Irlande. Ils sont arrivés vers les 1821, d'après les documents que nous avons actuellement. Il reste que les actes notariés pourraient nous en dire plus, mais on n'a pas accès à ça encore. C'est très complexe, faire des recherches. Mais les documents que nous avons indiquent que vers 1821, l'établissement Saint-Patrick, le St. Patrick's Settlement, a été fondé et les Irlandais sont arrivés au port de Québec. Quelques-uns sont arrivés des États-Unis aussi. Et puis, ils sont venus ici parce qu'il y avait des problèmes au niveau religieux et économique. Les Irlandais protestants étaient presbytériens ou anglicans. Et l'Angleterre voulait les forcer à devenir membres de l'Église d'Angleterre. Ah oui? Oui. Alors, ça faisait pas leur bonheur. Et aussi, il y avait un problème économique, c'est que les fermes en Irlande allouaient des familles en location, souvent. Et là, les propriétaires anglais ont décidé que c'était moins
coûteux d'élever des moutons, des agneaux, tout ça. Alors, c'est comme ça qu'ils ont envoyé des gens, forcé les gens à partir. Et les gens sont venus ici pour avoir une meilleure vie, avoir des terres qui leur appartiennent. Alors, vers 1821, l'établissement Saint-Patrick a été créé, ils sont arrivés. Il y avait des catholiques aussi qui venaient du sud, surtout de l'Irlande. Et pour les mêmes raisons. C'est pour les mêmes raisons économiques et religieuses. Ils se sont établis ici à Sainte-Catherine ou bien vraiment à Shannon? Shannon n'existait pas. Ouais. On était dans la seigneurie du Chêné, mais particulièrement une section qui s'appelait la seigneurie de Fossambeau, ce qui se trouve à être Sainte-Catherine, à l'époque, qui incluait Shannon, qui incluait Fossambeau, qui incluait... c'est assez grand comme territoire. Parfait. Les Irlandais qui sont venus ici se sont établis à partir de la 4e concession, qui se trouve être le boulevard Jacques-Cartier, la route Jacques-Cartier, et s'en allant vers le nord jusqu'à la 8e concession, l'autre côté de la rivière au Pin. OK. Oui, ça allait vers le nord. Vers l'est, les Irlandais se sont établis où est la base militaire vers le quartier. Il n'y avait pas d'expropriation déjà à cette époque-là. C'était la frontière avec la seigneurie Saint-Gabriel de Valcartier. OK. Alors, les deux se rejoignaient et les Irlandais se sont installés à ce moment-là jusqu'à la 8e concession, selon les cadastres qu'on a trouvés. OK. Les concessions 9, 10, 11 et 12, c'était des concessions plus axées sur le développement de l'industrie forestière. OK. Et ça m'amène au train Gosford. Le train Gosford qui partait de Québec pour aller chercher le bois de chauffage dans ces rangs-là, dans les concessions 10, 11, 12, partait de Québec et montait Charlebourg, Loretteville et sur des rails de bois. OK. Et s'en allait directement au bout du chemin Gosford à Shannon maintenant. Mm-hmm. Et c'était le moulin Murdoch. Et le moulin Murdoch approvisionnait le chemin de fer qui, lui, ramenait tout ce bois de chauffage-là à la ville de Québec pour desservir la ville. OK. Et ensuite de ça, après 3 ans, les rails, c'était fini, les rails de bois. Ouais, alors, ce qui est arrivé, c'était le chemin de fer du lac Saint-Jean. Eux, la compagnie a pris cette compagnie-là en main et a détruit le pont de bois à Shannon et a construit un pont en fer qui est encore là, qui est maintenant utilisé comme piste cyclable et avec un nouveau pont à côté, là, flambant neuf. Alors, ça, c'est le chemin de fer du lac Saint-Jean qui montait jusqu'à du Chêné, continue. C'est pour développer le lac Saint-Jean. Les gouvernements avaient dit, bon, il faut faire quelque chose. Il y a des belles terres là-bas, mais on n'a pas accès. Fait qu'ils ont fait un chemin de fer qui se rendait jusqu'au lac Saint-Jean. Est-ce que, quand on parle de chemin de fer, est-ce qu'il y avait aussi des gares, des villages qui se sont développés autour, j'imagine? Hein? Il y avait des gares tout le long, à partir de Saint-Sauveur, Limoilou, Edley, on appelait ça Edley à l'époque, et ça montait. Il y avait la gare à Shannon, il y en avait une à Shannon, la gare à Valcartier, pardon. Et ensuite, il y en avait une à Duchesnay, puis il y en avait d'autres en montant comme ça. Alors, c'est sûr que ça a développé le tourisme aussi au lac Saint-Joseph. Ouais. Il y avait des hôtels, il y avait des gens qui venaient passer du temps en villégiature. Et ça, c'était intéressant. Et pour revenir aux Irlandais, avant les chemins de fer, il faut dire que c'était très difficile. Et les Irlandais défrichaient. C'était des pionniers. Alors, c'était les dernières terres où on pouvait défricher, parce que le reste avait été fait, Saint-Augustin, tout ça. Les Français avaient tout pris possession de ça. Alors, les Irlandais étaient dans les shanties. Les shanties, c'était des abris de fortune qu'on construisait afin de pouvoir se construire une maison. Okay. Alors, c'était quelques hommes partaient avec des haches et des scies. Et en 2-3 jours, ils se construisaient un abri. Et puis par la suite, ils construisaient une maison en bois rond. Plus tard, les maisons en bois rond devenaient des bâtiments de ferme ou des étables. Parce qu'on avait des moulins à scie, donc on avait accès à des planches. On pouvait faire des maisons conventionnelles, plus conventionnelles. Okay. Alors ça, c'était les chantiers. Le mot chantier vient du mot francophone chantier. Okay. Ça, oui. Alors, chantier, c'est que c'était des édifices à peu près de 12 par 16 en bois rond, mais qui étaient dans la terre, à mi-chemin dans la terre, avec des planchers en terre. C'était pas chaud, là. Les moustiques, tu peux imaginer tout ce qui vient avec ça. Et ensuite, il y a eu des problèmes de chemin. Tout le monde se plaignait à l'époque, je dirais bien tout le monde, là, que les chemins n'étaient pas... Il n'y avait pas de chemin, où c'était très, très, très difficile de se promener dans le coin, faire du marchandage, quoi que ce soit. Et puis, tout le monde voulait avoir des chemins. Alors, on avait les bridle paths. Bridle path, c'est un chemin non carrossable où on marche son cheval. Okay. Parce que c'est pas assez large, ça se fait des sentiers. Ouais. Et après ça, pour avoir une piste carrossable, il faut investir de l'argent.
Alors, c'est là que la seigneurie a investi dans les chemins pour rejoindre la ville. Le chemin boulevard Fossambeau était connu en 1834 comme étant le chemin Saint-Patrick. Ah oui? Oui. OK. On a ça sur les cartes. On le voit. Oui. Et puis, il y avait 670 arpents défrichés en 1823. Mais non essouchés. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup de feu qui se passait là. Les gens coupaient les arbres, et après ça, ils brûlaient les souches. Alors, l'odeur de feu était constante, là. Tout le monde brûlait tout le temps quelque chose. Alors, vous pouvez m'imaginer la fumée et tout ça.